20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h01 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, bienvenue à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique de la semaine. On reste ensemble pendant une heure pour faire le tour de l'actu et on fait ça avec Anne-Laure Blin, députée Les Républicains de la 3e circonscription de Maine-et-Loire. Bonsoir Anne-Laure Blin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme de cette émission, la crise sanitaire et cette semaine charnière dans laquelle nous sommes. Une semaine qui doit définir ou non de nouvelles mesures en cas de rebond épidémique. Le Premier ministre souhaite en tout cas tout faire pour éviter un 3e confinement. On verra ce que vous proposez, Anne-Laure Blin. Et puis la campagne de vaccination s'accélère. Plus de 138 000 personnes sont désormais vaccinées. Anne-Laure Blin, vous plaidez, vous, pour plus de coopération avec les élus locaux. Également au programme, on se demande comment réguler les réseaux sociaux et s'ils n'ont pas trop de pouvoir aujourd'hui. On l'a vu avec la fermeture des comptes Twitter et Facebook de Donald Trump. Ce sera juste avant d'aborder les violences conjugales qui ont encore augmenté pendant le confinement, mais aussi l'inaction de l'État pour le climat. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission avec le hashtag FréquenceESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. Vous pouvez poser vos questions à Anne-Laure Blin. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Anne-Laure Blin, c'est parti. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. Anne-Laure Blin, dans quelques minutes, on remonte un peu le temps pour retracer votre parcours politique. Juste avant, c'est le mot du jour. Il est choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et représente une des actualités fortes de ce mardi 12 janvier. Et ce mot, c'est jeunes. Les députés ont débattu aujourd'hui du plan gouvernemental pour aider les jeunes à réussir leur entrée dans la vie professionnelle. Un dispositif appelé Un jeune, une solution de 6,5 milliards d'euros. Il prévoit par exemple une prime de 4 000 euros pour l'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans. Ce plan, pour vous Anne-Laure Blin, il est complet, c'est ce qu'il fallait pour aider les jeunes? Mais je crois qu'effectivement, il faut aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons, cette crise sanitaire, il faut soutenir impérativement les jeunes. Parce que effectivement, l'épidémie de Covid dure depuis l'année dernière, donc on va avoir finalement deux années pour les jeunes très compliquées. Et ce plan, il est satisfaisant donc? Alors après, je vous avouerai que je n'ai pas véritablement regardé. Comme peut-être nous en parlerons, je fais partie de la commission spéciale en charge d'examiner le texte sur les valeurs de la République. Et nous avons depuis la semaine dernière une avalanche d'auditions. Et toute cet après-midi, mais comme les jours précédents, voilà, je participais à ces auditions. Par exemple, une prime de 4 000 euros pour l'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans, c'est suffisant? C'est ce qu'il faut? Ça fait partie effectivement des propositions que fait le gouvernement. On a déjà connu ce même type de proposition en matière d'aide pour les jeunes. Moi, je crois, au-delà des aides financières, parce que même sur d'autres sujets, peut-être que nous en reparlerons, les aides financières ne peuvent pas tout. Aujourd'hui, les jeunes ont effectivement du mal à s'insérer professionnellement. Ce le sera encore plus demain avec la crise économique très certainement nous allons connaître. Donc je crois ce qu'il faut, c'est soutenir les jeunes dans leurs ambitions, leur permettre d'avoir une formation qui soit en adéquation également avec le marché du travail. Parce que c'est là aussi la difficulté, c'est-à-dire que la formation des étudiants est véritablement importante, mais il faut derrière que leur formation réponde aux attentes des employeurs. Merci Anne-Laure Blin. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h04 sur Fréquence ESJ, comme on le disait, avant de s'intéresser au sujet d'actualité de ces derniers jours, on prend d'abord le temps de mieux vous connaître Anne-Laure Blin. Pour ceux qui nous suivent et qui nous écoutent en ce moment et qui ne vous connaissent peut-être pas encore, on revient sur votre parcours, commencé en Lorraine pour finir dans le Maine-et-Loire. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Madame Blangis, bonsoir Anne-Laure Blin. On l'a dit, née en Lorraine et depuis plus d'une dizaine d'années en Maine-et-Loire. Pourquoi ce changement de territoire? Est-ce que c'était une opportunité professionnelle? Écoutez, ça fait partie des migrations que les jeunes peuvent connaître durant l'évolution en fait d'opportunités qui peuvent se présenter à eux. Effectivement, j'ai fait mes études en Lorraine, je suis née en Lorraine, j'ai grandi et passé toute mon adolescence en Lorraine. Et puis effectivement, je me suis dirigée à Paris lorsque j'ai répondu à une proposition finalement d'un député de Maine-et-Loire. Suite à des études de juriste? Voilà, j'ai un diplôme de droit privé, donc de droit. Et puis Jean-Charles Taugourdeau,
qui est mon prédécesseur, recherchait à étoffer son équipe, donc qui était député de Maine-et-Loire à l'époque. Et donc c'est à cette occasion finalement que j'ai appris à faire sa connaissance, appris à connaître le territoire, qui est effectivement aujourd'hui mon territoire d'élection. Alors vous avez seulement 37 ans, mais vous avez quand même pas mal d'expérience dans l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut être intimidant d'être parmi les benjamins de l'Assemblée ? Ah, mais l'Assemblée est une institution qui est intimidante par elle-même, parce qu'effectivement, il y a une histoire, il s'est passé énormément de choses dans cet hémicycle. Donc effectivement, lorsque l'on arrive, une fois son élection passée, dans cette institution, on est très intimidé, et effectivement, ça prend le cœur, forcément. Être une femme, ça peut jouer aussi ? Oh, être une femme, moi je considère pas que on est différents. Les hommes et les femmes sont différents. J'en ai jamais joué. Je pense que ce n'est pas à l'avantage des femmes d'ailleurs de jouer de leur féminité, parce que d'ailleurs on l'a vu la récente actualité, notamment pour la maire de Paris, parfois le revers du féminisme et de la parité pose quelques questions. Mais je crois qu'il faut donner sa chance à chacun. On a chacun des qualités, et il faut surtout que chacun puisse faire ce dont il a envie. Et peut-être que les femmes ont moins envie de s'engager en politique, mais certaines ont envie aussi de s'engager, et je crois que même lorsqu'on est une femme, on peut réussir en politique. Vous êtes devenu député très récemment, il y a un peu plus de 3 mois, suite à une élection partielle, due à la démission de votre prédécesseur et de sa suppléante pour retrouver leur mandat de maire. Pour une première élection, ça ne vous a pas fait peur de devenir député directement ? Écoutez, la moi, marche c'est n'était vrai pas que trop haute. J'ai travaillé une dizaine d'années avec mon prédécesseur, qui effectivement a fait ce choix que de redevenir maire. Et à l'occasion du débat, c'est vrai, sur l'interdiction du cumul des mandats entre un mandat exécutif local et un mandat de parlementaire, on s'est rendu compte que le législateur interdisait finalement à un maire de devenir et de rester député. Donc c'est ce qui s'est passé en ce qui l'a concerné. Mais pour vous, à aucun moment, ça ne vous a fait peur de prendre ses responsabilités ? C'est une lourde responsabilité, c'est certain. Après, je connais l'institution. L'important, et ce qui nous semblait véritablement important à tous les deux, aussi bien à Jean-Charles Taugourdeau qu'à moi, c'était d'assurer une continuité pour le territoire. Et le fait de l'organisation de cette élection législative partielle fait que le mandat finalement que je vais faire va être très court, puisqu'il ne sera que de 18 mois jusqu'en 2022. Effectivement, d'ailleurs, seulement 18 mois. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de ne pas pouvoir faire assez, et est-ce que vous allez déjà candidater à votre réélection ? Pour le moment, on n'y est pas. Beaucoup nous attend. Et vous ne seriez pas déçu d'avoir seulement fait 18 mois ? C'est le contrat, moi, que j'ai fait avec les électeurs. C'est-à-dire qu'une fois que Jean-Charles Taugourdeau a souhaité redevenir maire, et que effectivement il n'y avait plus de députés pour la circonscription, ce que nous avons souhaité tous les deux, parce que nous sommes repartis finalement tous les deux, c'est aujourd'hui mon suppléant, c'est proposer une suite et une continuité à l'action qu'il a menée depuis sa toute première élection, qui était en 2002. Vous seriez prête à laisser votre place à un autre candidat, les Républicains peut-être ? La question ne se pose pas aujourd'hui. Effectivement, comme vous le dites, on n'en est qu'à 3 mois du début de mon mandat. Effectivement, ça peut être des questions qui se poseront au moment du renouvellement général. Pour le moment, il y a véritablement quelque chose à faire, parce que, comme on le disait, la suite doit être assurée. Mais vous parlez beaucoup de continuité. En même temps, votre circonscription la connaît, la continuité, puisqu'elle a toujours été à droite depuis le début de la 5e République. Vous avez donc assez largement remporté le second tour contre votre opposante écologiste, avec 61% des suffrages. Pourtant, seulement 17% des inscrits ont voté lors de cette élection. Est-ce que ça pose pas un problème de légitimité, selon vous ? Ah non, la légitimité, on la tient des élections. Et effectivement, peut-être qu'il y a une participation plus faible, mais c'est en général ce qui se passe dans les élections législatives partielles. Donc ce n'est pas plus inquiétant que cela. Après, effectivement, on voudrait encore que les électeurs se déplacent plus nombreux, bien sûr, et naturellement. Après, je rappelle aussi qu'en période de Covid, on a connu aussi des scrutins qui, forcément, faisaient craindre aussi pour les électeurs de se déplacer aux urnes. Donc non, c'est pas un problème de légitimité, puisque l'élection a eu lieu, quelle que soit la participation. Après, moi, de toute manière, j'appelle à chaque électeur à se déplacer en permanence à chacune des élections pour donner son avis. Et puis moi, c'est très simple. Je l'ai dit durant ma campagne. Je suis aujourd'hui le député de tous
les électeurs de la circonscription. Anne-Laure Blin, vous parlez de continuité, presque un héritage avec votre prédécesseur avec qui vous avez collaboré longtemps. Est-ce que l'héritage n'est pas un peu quelquefois empoisonné ? Il y a quelques casseroles de Jean-Charles Taugourdeau, comme lors d'une séance en question au gouvernement où il avait parlé d'un prétendu réchauffement climatique. Est-ce que ce genre de filiation avec lui, vous seriez bien passé des fois ? Alors, moi, vous parlez d'héritage, mais moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. C'est-à-dire que il a sa personnalité, il avait son expérience. C'est un chef d'entreprise qui a une véritable, qui était imprégné de véritablement son expérience professionnelle. Donc voilà, nous sommes deux personnalités différentes. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. Je partage bon nombre de ses préoccupations. Sur ce sujet dont vous parlez plus spécifiquement, on a beaucoup communiqué et désinformé autour de cette question du prétendu réchauffement climatique parce que il n'est pas du tout question d'un climato-sceptique. Ça reste pourtant ces mots qui ont leur importance, surtout dans l'enceinte de l'Assemblée. Des mots qui ont été tirés du contexte d'une question de 2 minutes, dont on n'a absolument rien retenu d'autre que cet adjectif, voilà. Après, au-delà de cette question, simplement ce qu'il voulait dire, et nous pourrons peut-être en reparler en dernière partie d'émission, c'est que la politique écologique ne doit pas être une politique dogmatique et punitive. Justement, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Anne-Laure Blin. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Depuis 18h, les départements de la Drôme et du Var ont rejoint les 23 autres départements placés sous un couvre-feu avancé à 18h. La hausse des contaminations inquiète, alors que faut-il faire ? On voit ça juste après Let Me Introduce Myself de Gwen Stefani sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h15 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir si vous nous rejoignez. Notre invitée ce soir jusqu'à 21h est Anne-Laure Blin, députée Les Républicains. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Anne-Laure Blin, à le faire sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook Fréquence ESJ ou sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. On se charge de les récupérer et on les pose en fin d'émission. Dimanche, le couvre-feu à 18h a été étendu à 8 nouveaux départements de l'Hexagone. Aujourd'hui, à 2 autres supplémentaires. La perspective d'un reconfinement se fait de plus en plus probable au vu de la situation sanitaire du pays. Alors, faut-il multiplier les restrictions ? Anne-Laure Blin, vous avez appelé le gouvernement sur Twitter à concerter les élus de terrain pour éviter de nouvelles restrictions de liberté. On fait le point sur l'action gouvernementale avec Bastien Cochet. Anne-Laure Blin, consulter les élus de terrain, mais pour quelle mission selon votre vision ? Mais pour la mission d'organiser toute cette campagne à la fois de dépistage dans un premier temps et puis aujourd'hui de vaccination. Effectivement, on a pu s'apercevoir au fur et à mesure de l'évolution de la crise, donc si on remonte à l'origine de la crise, donc il y a quasiment 1 an, on s'aperçoit que pour qu'une stratégie et qu'une politique sanitaire trouve véritablement une mise en œuvre, il faut s'appuyer sur les élus locaux et les organisations, les collectivités territoriales. Donc plus de décentralisation pour une meilleure efficacité selon vous ? Exactement, une efficacité, c'est ça. Couvre-feu à 18h, confinement le week-end, confinement total, même si elle pourrait sauver des vies, vous vous opposez à ces mesures ? Non, la question c'est pas on s'oppose ou on ne s'oppose pas. La question c'est où le gouvernement veut-il nous emmener ? Qu'est-ce que on constate depuis près d'1 an ? On constate que finalement le gouvernement à la fois navigue à vue et que le gouvernement est isolé. Le gouvernement s'isole en fait lui-même lorsque l'on a eu à débattre sur la question de l'état d'urgence. Donc moi j'ai pris un peu au cours de route puisque j'ai été élu au mois de septembre. Si le gouvernement s'isole et qu'il doit plus travailler avec les élus locaux comme vous le demandez, qu'est-ce qu'il peut donner comme travail aux élus locaux ? Qu'est-ce qu'il peut leur demander de faire concrètement sur le terrain pour faire avancer les choses, augmenter les tests, augmenter les vaccinations ? Alors ce qui est certain c'est que la stratégie nationale, c'est au gouvernement de la définir. Simplement, qu'est-ce que l'on constate ? Encore une fois, on constate que le gouvernement s'isole parce que refuse d'entendre et refuse de voir ce qui se passe au plus près du terrain. Quand on voit, pour plusieurs exemples, que le gouvernement refuse d'entendre que les commerçants sont différents en fonction des territoires, qu'un commerçant dans mon territoire qui est l'Anjou, un commerçant dans une commune que vous ne connaissez très certainement peut-être pas, et un commerçant à Paris.
Mais là, on est loin de la stratégie sur les vaccins ou sur le dépistage. On est sur après, plus si vous voulez qu'on parle l'aspect de la politique vaccinale, ça, c'est autre chose. Mais la question, c'est comment on va résoudre cette crise sanitaire. Le gouvernement doit, et effectivement, est aux manettes pour commander les vaccins, si vous voulez qu'on parle des vaccins. C'était également lui qui était aux manettes pour commander les masques. Également lui qui devait commander les tests de dépistage. Sauf qu'il s'est passé quoi ? C'est que le gouvernement a refusé de s'expliquer, a refusé de communiquer sur sa stratégie, et finalement, nous sommes arrivés à une débandade sur le terrain. Mais alors, plus de pouvoir donc pour les élus locaux, pour les députés aussi. C'est pas une question de pouvoir. C'est pas une question de pouvoir. C'est une question de qu'est-ce que doit faire le gouvernement ? Qu'est-ce que peut faire le gouvernement et avec qui et sur qui il doit s'appuyer ? Justement, demain le gouvernement est en Conseil de défense. Qu'est-ce que vous attendez comme mesure de sa part ? Mais le Conseil de défense déjà pose par lui-même question. Le Conseil de défense est un conseil qui réunit des gens autour du président de la République, dont on ne connaît d'ailleurs pas particulièrement la composition. Alors comment est-ce que vous voulez prendre les décisions ? Non, mais les décisions doivent être prises à la fois au sein du Parlement, par l'Assemblée, par le Sénat. Le gouvernement doit transmettre l'ensemble des informations. Les discussions doivent se faire avec les collectivités territoriales, aux côtés des régions, aux côtés des départements, aux côtés des mairies. Quand pour vous, ça engendrerait pas une perte de temps, peut-être une action un peu moins rapide ? Ah bah, vous savez, quand on revient au tout début de la crise, qu'on s'aperçoit que au départ, le gouvernement tient des discours totalement contradictoires sur le masque. Un jour, il est obligatoire parce qu'il est utile. L'autre jour, on ne sait pas le mettre, il est dangereux. Il y a eu un discours totalement contradictoire qui a créé une confusion énorme. Mais la vérité, en fait, était que le gouvernement n'était pas en mesure d'abonder suffisamment les stocks pour fournir un masque à chaque personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que l'État n'était pas en mesure de le faire, ce sont les régions qui l'ont fait. Ce sont les régions qui ont commandé des masques pour combler la défaillance de l'État. Et donc, la perte de temps, oui, mais du fait du gouvernement. Parce qu'au lieu de dire « nous n'avons pas les masques », nous n'aurons pas suffisamment de masques pour les personnels soignants, parce qu'il faut quand même se rappeler de tout ce qui s'est passé. On a bien compris votre avis sur l'utilité donc, des collectivités locales. En tout cas, il y a un point aussi qui est très important, c'est la question de la fermeture ou non des établissements scolaires. Est-ce que sur ce point, vous êtes pour ou contre ? Mais là aussi, c'est difficile de dire on est pour, on est contre. Ce qui est certain. Oui, mais il y a un moment, il faut trancher. Au-delà, oui, mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour vous, c'est encore beaucoup trop tôt pour prendre cette décision ? Non, mais ce qu'il faut, c'est que le gouvernement transmette aux parlementaires, au Sénat, à l'Assemblée, l'ensemble des éléments pour que nous puissions prendre des décisions et que nous puissions voir comment la situation évolue sur le terrain. Mais est-ce qu'avec une évolution rapide, avec des chiffres qui arrivent rapidement tous les jours... Vous les avez, ces chiffres ? Moi, je ne les ai pas. Oui, mais justement, est-ce que le processus parlementaire, avec le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale, est-ce qu'on ne perdrait pas du temps sur des jours qui sont extrêmement importants pour des milliers de personnes qui peuvent être contaminées ? On ne perd jamais de temps à partir du moment où on échange. On échange des visions, on échange des expériences de terrain. Vous savez, moi, mon territoire, c'est un territoire qui est situé entre Angers et Saumur. J'ai pas de grande agglomération, j'ai pas de grande métropole, j'ai une zone complètement rurale. Moi, j'ai des restaurateurs qui doivent fermer, qui n'accueillent que quelques personnes et qui ne sont pas des grands hôtels ni des grands restaurants parisiens, et qui demain vont clairement mettre la clé sous la porte parce qu'on ne leur aura pas donné la possibilité de continuer l'exercice de leur profession. Et on va faire mourir nos campagnes de cette manière-là. Donc si le président de la République ne veut pas l'entendre, et c'est ça que nous on dit au gouvernement, c'est écouter les campagnes, écouter le terrain, écouter la France profonde aussi. Ne pas prendre donc de décision hâtive. Merci Anne-Laure Blin. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. En attendant que les boîtes de nuit rouvrent leurs portes, on sait que ça ne les remplace pas, mais sachez que vous pouvez écouter le meilleur des années 2000 avec Fréquence ESJ Millennium, ainsi que le meilleur des années 70-80 avec Fréquence ESJ Gold. Plus de 130 000 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, accuse une polémique sur la lenteur de la vaccination qui n'avait pas lieu d'être selon lui. Il affirme que la France va rattraper son retard par rapport aux autres pays. Certains restent cependant sceptiques quant à la capacité du gouvernement à mener à bien cette campagne vaccinale. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Anne-Laure Blin, bonsoir. Est-ce que vous êtes toujours inquiète pour cette campagne vaccinale ou est-ce qu'on s'est inquiété pour rien ? Ah, moi, je suis toujours inquiète parce que j'ai toujours cette impression, mais comme
bon nombre de Français que je vois, que je rencontre, qui m'interpellent, qu'on ne nous dit pas tout et qu'on ne nous donne pas l'ensemble des éléments parce que le gouvernement refuse de reconnaître que parfois il peut se tromper. Qu'est-ce qu'on nous cache, Anne-Laure Blin ? Ah bah je ne sais pas. Si je le savais, on ne nous cacherait plus rien. Mais c'est-à-dire que on s'aperçoit, comme on vient de le dire précédemment, que le gouvernement navigue à vue en permanence, que le gouvernement ne sait finalement pas où il veut aller, que le gouvernement est incapable de livrer une véritable stratégie sur le long terme. Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit justement l'inverse, que non, le gouvernement ne navigue pas à vue, que c'est justement parce que ils ont voulu prévoir au long terme, pouvoir prévoir une vraie stratégie vaccinale, qui va être déroulée sur plusieurs mois, que ça a été lent au début. Si vous êtes capable de me décrire l'exacte stratégie vaccinale du gouvernement sur les fameux mois dont vous parlez, je la veux bien parce que je ne l'ai toujours pas saisie. Vous plaidez par exemple pour plus de décentralisation dans la campagne vaccinale justement. En Allemagne par exemple c'est le cas, donc il y a eu 500 000 personnes vaccinées dans le pays, pourtant aujourd'hui ils n'ont plus de doses. Justement, l'Allemagne c'est un pays qui est décentralisé. Il ne faut pas comparer tous les pays. L'Allemagne a un fonctionnement d'État, c'est un fonctionnement fédéraliste, c'est pas du tout la même manière de fonctionner. Tout à fait, c'est un État qui est décentralisé, voilà, donc ce sont les présidents des régions qui mènent la campagne vaccinale, et justement aujourd'hui, ils sont dans un cul-de-sac. C'est pas une décentralisation. C'est s'appuyer sur les acteurs locaux qui vont répercuter et organiser sur le terrain la politique vaccinale. Alors concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, comment ça se passe ? On met tout le monde autour de la table. On ne s'isole pas au sein d'un conseil de défense. On ne coupe pas le Parlement d'informations parce que le gouvernement ne souhaite pas les transmettre. On prend attache avec les présidents et les exécutifs régionaux, les conseils départementaux, on consulte les maires et on organise ensemble une véritable stratégie pour déployer cette politique vaccinale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai un peu l'impression d'entendre sur la question des vaccins la même chose que ce qu'on a entendu sur les masques. On nous explique que les gens ne veulent pas se faire vacciner. Mais, parce qu'il y a une défiance. On a vraiment les moyens et le temps de faire une grande table ronde avec le président, le gouvernement et les préfets, les dizaines de milliers de maires. On a le temps vraiment de mettre en place une telle coopération ? Moi, je ne vous parle pas de rassembler, je vous parle pas d'un rassemblement du président de la République, de tous les 36 maires, enfin les 36... Comment est-ce qu'on fait entrer en contact, en discussion alors le gouvernement avec les localités ? Vous avez dans les territoires des préfets qui sont en charge de l'exécution de la politique gouvernementale. Donc ça doit être les préfets qui discutent avec le gouvernement selon vous ? Ah mais les préfets non seulement discutent mais exécutent les ordres du gouvernement. Les consignes du gouvernement sont répercutées aux préfets qui ensuite déploient et répartissent sur le territoire. Ça c'est ce qui est déjà fait. C'est ce qui est fait, sauf que les préfets qu'est-ce que vous proposez de nouveau, les décisions du gouvernement, mais ne consultez pas les élus locaux. Ce qui a fonctionné à un temps dans la crise sanitaire, c'est que le couple maire-préfet fonctionnait très bien. C'est qu'on laissait aux préfets la possibilité d'organiser les prises de décision au plus près du terrain. Donc, pour revenir sur la campagne vaccinale, est-ce que selon vous, donc, on a été trop lent en France ? Ah bah oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Parce qu'au mois de décembre, nous n'avions pas de stratégie. Le Premier ministre est venu devant la représentation nationale à l'Assemblée. C'était totalement flou. Alors, la stratégie vaccinale avait été précisée, c'est-à-dire que là, jusqu'à fin janvier, donc les personnels soignants et les personnes en EHPAD se font vacciner. Ensuite, en février, donc, ce sont au tour des personnes qui sont les plus fragiles. Et enfin, ensuite viendra la population pas tout à fait, globale, d'après ce que j'ai compris. Au printemps. Pas tout à fait, d'après ce que j'ai compris. La vaccination, a priori, des personnes de plus de 75 ans dont vous parlez, est censée commencer à partir de lundi. Oui, exactement. Fin février. Après, sur la stratégie vaccinale qui a été déployée, enfin, en tout cas communiquée au mois de décembre, et c'est pas moi qui le dis, c'est même le président de la République, parce que ces derniers jours, on a connu une accélération, parce que, a priori, de ce qu'on lit dans la presse, de ce qu'on a pu lire, le président de la République n'était quand même pas très emballé par la répercussion de cette politique vaccinale sur le territoire, et qui a dû avoir un certain nombre de réunions et une correction de tir à ce moment-là, et ce qui fait que derrière il y a eu une communication sur les chiffres, qui, quoi, où, comment, voilà. Après, oui, c'est une certitude, on est trop lent. On est trop lent. Mais est-ce qu'on est trop lent parce que on ne voulait pas déployer plus vite cette politique vaccinale, parce qu'on n'a pas su le faire, parce qu'on n'en a pas les moyens?
Là, on n'en sait pas. Anne Lorblin, très rapidement sur votre circonscription, vous êtes députée du Maine-et-Loire. Votre région, elle prévoit de vacciner dès le 18 janvier les personnes de plus de 75 ans qui vivent à leur domicile. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de réserver ces vaccins pour des personnes fragiles mais qui doivent quand même travailler ? C'est-à-dire... On pense par exemple à un travailleur, un ouvrier de 55 ans qui doit sortir pour aller travailler. Il ne peut pas travailler depuis chez lui. Cette personne-là, elle est quand même vulnérable, elle est exposée, mais pourtant, dans la file d'attente des vaccins, elle est bien en retard par rapport à une personne de 75 ans qui doit rester chez elle. Je suis bien d'accord avec vous. On ne sait pas comment vont être vaccinées les personnes de 50 ans. Mais est-ce que, selon vous, est-ce que on devrait réserver... Moi, je ne suis pas scientifique. Non, vous êtes député du Maine-et-Loire. Il est dit, les scientifiques disent, voilà, les personnes fragiles sont celles les plus à même d'être contaminées et de contaminer. Donc, il faut commencer par les personnes de 75 ans. Après, vous me demandez 75, 70 ans, je suis incapable de vous dire. Si le Maine-et-Loire avait le pouvoir, est-ce que vous opteriez pour une telle stratégie ? Là, je ne peux pas vous dire. Il faudrait que je sois médecin pour vous répondre précisément. Après, ma circonscription, c'est pas... Là, on n'est pas sur une application par territoire d'élection législative. On est sur vraiment une homogénéité nationale. Et moi, la politique vaccinale est déclinée au niveau du département et pas au niveau de mon territoire de circonscription. Merci Anne Lorblin. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Dans moins de 3 minutes, on aborde ce débat qui revient souvent, la régulation des réseaux sociaux. Doit-on laisser les réseaux eux-mêmes la gérer ? C'est ce qui s'est passé notamment avec la suspension des comptes de Donald Trump. Sinon, comment faire ? On voit ça juste après un titre de Why Don't We, c'est Slow Down sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, It's and Talk, il est 20h33. Anne Lorblin, députée LR de la 3e circonscription de Maine-et-Loire, est avec nous ce soir. Cette émission de 20h l'invité, comme toutes les autres, est filmée. Vous pourrez donc la retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube Fréquence ESJ. Donald Trump, toujours banni des réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter. Nombreux sont les responsables politiques qui se félicitent d'une telle mesure à l'encontre du président américain. D'autres, comme François Ruffin, en France, estiment scandaleux de laisser la liberté d'expression gérée par des firmes privées. Axel Rebaud. Anne Lorblin, le président américain suspendu de Twitter et Facebook, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie ou est-ce que c'est de la censure ? Une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec François Ruffin. C'est purement scandaleux. On peut être d'accord ou pas avec le président américain. Il est quand même assez intriguant de voir que effectivement des sociétés privées censurent un président sur des critères que d'ailleurs on ne connaît même pas. Pourtant, Donald Trump sur les réseaux a enfreint les règles d'utilisation de nombreuses reprises. Il propageait des fake news qui est interdit. Il y a eu des mensonges sur les fraudes, notamment des élections américaines qui ont été démenties par de nombreux journaux et toute la presse. Des insultes directes envers ses opposants politiques depuis des années. Pourquoi est-ce que Donald Trump aurait dû avoir un traitement de faveur par rapport à un utilisateur lambda ? Je demande pas un traitement de faveur, c'est pas la question. Après que à certains moments il est plus allé trop loin. Après, c'est pour ça qu'on le connaît, Donald Trump. C'est justement parce que c'est un personnage qui est sulfureux, qui n'hésite pas à aller au contact. Moi, c'est parce que j'ai compris des événements. Moi, j'ai compris que il s'est passé ce qui s'est passé il y a quelques jours au Capitole et que, au nom de ce qui s'est passé, on a censuré le président 5 morts américain. D'ailleurs lors de l'invasion du Capitole par les supporters de Donald Trump. Lui reprochant d'avoir attisé un Selon petit vous, peu, Donald Trump donc n'a aucune responsabilité dans la mort de ces 5 personnes. Là, vous me posez la question sur les réseaux sociaux. Moi, je vous réponds sur la censure d'un président des États-Unis. Moi, ce qui me choque profondément dans cette histoire, c'est effectivement cette censure d'un réseau social sur des critères que l'on ne connaît pas et par ailleurs d'avoir ces mêmes réseaux sociaux qui en matière de censure du terrorisme n'agissent pas. On a, dans le cadre de l'examen actuel du projet de loi autour des valeurs de la République, auditionné un certain nombre d'acteurs sur Internet par rapport à la haine sur les réseaux sociaux. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a grand mal à retirer des messages qui appellent à la haine et notamment qui attisent le terrorisme. Alors justement, en France, on avait la loi Avia qui voulait combattre la haine en ligne. Cette suspension de Donald Trump, ça serait justement l'exacte application de cette loi Avia proposée par le gouvernement. Donc ça veut dire qu'en fait, Facebook et Twitter se sont inspirés de la loi Avia, c'est ça ? Absolument pas. Qui a été en partie absolument censurée pas. Ça par veut le juste Conseil dire. constitutionnel. Non mais le Facebook et Twitter ne sont pas régis par les lois françaises.
Et c'est justement la loi Avia qui a été proposée par le gouvernement. Si elle était appliquée, c'est ce qui se serait passé avec Donald Trump, qui lui avait enfreint les règles d'utilisation de ces entreprises. Ce qui se passe en matière de haine sur les réseaux et ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est qu'une fois la dénonciation des faits, il y a un organe qui demande au réseau de censurer. C'est pas le réseau social qui lui-même s'accorde le droit ou pas de censurer. Donc parce que demain, selon vous, Anne-Laure Blin, il faut réguler ces entreprises privées qui pèsent sur le débat démocratique. C'est que l'entreprise privée en elle-même n'a pas à réguler la parole sur son propre fait, sa propre initiative. Mais pourtant, lorsqu'on a des contenus haineux ou des dérives qui ont lieu sur ces réseaux, souvent les réseaux, donc même les géants comme Mark Zuckerberg de Facebook ou Twitter, c'est pour ça que vous avez un intermédiaire. sont tenus comme responsables de ce qui est propagé sur leur réseau. C'est pour ça que vous avez un intermédiaire, notamment en France pour ce qui concerne la haine sur Internet. Vous avez notamment une plateforme de dénonciation et de signalement de la haine en ligne qui s'appelle Pharos, voilà, et qui passe par un intermédiaire qui ensuite va demander aux acteurs et aux réseaux sociaux de mettre fin à cette publication. Mais c'est pas le réseau social lui-même qui s'arroge le droit sur ses critères à lui de censurer ou pas une personnalité publique. Alors demain, aujourd'hui le président américain, demain pourquoi pas le président français. Est-ce que c'est suffisant, Anne-Laure Blin, cette plateforme ? Ah bah alors c'est justement... Parce qu'il faut signaler, il faut qu'il y ait un signalement, alors que Twitter ou Facebook peut voir directement les messages. Ah bah Facebook et Twitter peuvent faire la police sur leur réseau, c'est certain. Ils ont tout pouvoir, mais comme pour chacun de nous. Pourtant, c'est ce que vous reprochez justement à Twitter et Facebook, d'avoir fait la police eux-mêmes et d'avoir donc pris la décision de suspendre Donald Trump. Là, je ne soutiens pas, ni même je ne m'oppose pas à Facebook, c'est un fait. Aujourd'hui, Facebook et Twitter ont toute l'attitude pour réguler leur propre réseau. Bien sûr, ils ont connaissance de toutes les données, ils peuvent nous censurer tous, tout un chacun peut voir demain son compte terminé. La seule question, c'est sur la question pour répondre à ce que vous me demandez sur Pharos. Effectivement, j'ai interrogé d'ailleurs le ministre Cédric O sur cette plateforme. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y a un certain nombre de signalements, mais nous n'avons pas connaissance du suivi judiciaire et juridique de ces signalements. Et ça, c'est un vrai problème et c'est une vraie interrogation parce que il faut une plateforme qui passe par l'État, mais il faut que derrière aussi il y ait des sanctions dans le cas où les signalements sont avérés positifs. Merci Anne-Laure Blin. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions pour Anne-Laure Blin sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Twitter ou Facebook. Vous pouvez toujours le faire. Et sur n'importe quel sujet d'actualité, n'hésitez pas tout au long de l'émission. On pose ces questions avant 21h. Dimanche, le collectif Collage Féministe a installé un mémorial à Paris pour rendre hommage aux victimes de féminicide. 111 affiches pour 111 femmes tuées en 2020. Ce collectif demande aujourd'hui des mesures fortes pour vaincre ce fléau qui n'a fait que s'amplifier avec le confinement. Quel bilan pour le gouvernement et quelles solutions pour les années à venir ? Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Anne-Laure Blin. On parle beaucoup des sacrifiés de cette crise sanitaire. Est-ce que les femmes victimes de violences conjugales sont elles aussi les grandes oubliées ? Ah mais ce qui est certain, c'est que le confinement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne faut absolument pas que nous retombions dans un confinement généralisé, a créé des situations personnelles, familiales très difficiles. Vous parlez des femmes, mais il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les enfants. Ça doit rentrer en compte, ça, dans la potentialité d'un nouveau confinement ? Ah bah certainement. Mais au-delà de ces violences intrafamiliales qui sont dramatiques, qui effectivement sont... il n'y a même pas de mots pour désigner ce genre de comportement à l'égard des femmes et des enfants, mais vous avez aussi toutes les conséquences psychologiques de tout à chacun qui subit le confinement. Les étudiants qui aujourd'hui sont laissés sans cours. On va rester sur les femmes et les violences faites aux femmes qui devaient être la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que pour le moment c'est le cas ? Ah bah écoutez, là on peut dire qu'effectivement en matière de violence familiale, il n'y a pas véritablement de résultats très positifs malheureusement. Je pense que cette cause, au-delà d'être une cause d'un mandat, parce que si c'est un grand étendard de promesses électorales... Il y a eu un Grenelle des violences conjugales fin 2019. 30 mesures sont sorties. Une notamment donne la possibilité d'appeler un numéro spécial, le 3919, pour les femmes victimes de violences. C'est pas quelque chose qui aurait pu être fait avant ? Non, mais ce qui est certain, c'est que la question des violences conjugales doit être prise non seulement au sérieux,
aussi bien du point de vue des forces de l'ordre que des conséquences judiciaires. Et aujourd'hui, j'ai rendu visite à un certain nombre de mes brigades de gendarmerie dans mon territoire d'Anjou. On a largement évoqué ces problématiques puisque eux sont confrontés en première ligne à ces interventions dans les familles après des violences conjugales. Et quel problème ils relatent? C'est la prise en charge, l'accompagnement de ces femmes-là? Ce qu'ils relatent, c'est les agissements des hommes, et il faut que absolument ils prennent conscience des conséquences de leurs actes à l'égard des femmes, mais aussi des enfants. Et il faut que derrière, le système judiciaire que nous avons à nos côtés sanctionne durement ces agissements, parce qu'on ne peut pas se comporter, quelles que soient ses raisons, de cette manière avec un autre être humain, que ce soit une femme ou que ce soit un enfant. Et d'ailleurs, on parle des femmes aujourd'hui, mais aussi les hommes sont victimes parfois de violences familiales. Il y en a également, et il y a des places qui ont été créées, 1000 places pour les femmes victimes de violences vont être créées chaque année. Ça n'avait pas été fait avant, ça. Mais il faut accompagner les femmes. Il faut accompagner les femmes. On a vu qu'il y a un mouvement qui est né. Alors après, il ne faut pas non plus aller trop loin. Il faut simplement que la parole soit plus libérée. Il faut que les femmes soient accompagnées, qu'elles trouvent des endroits où se réfugier aussi. Et c'est là aussi peut-être un vrai changement. Plus de place? C'est pas une question de place, mais c'est une question qu'aujourd'hui, on a pris enfin la décision de ne pas éloigner la femme du domicile, mais l'auteur des violences. Donc là, c'est vrai que c'est une vraie modification, et je crois qu'il faut que véritablement toute la classe politique prenne cette question à bras-le-corps. On éloigne les hommes violents grâce aux bracelets anti-rapprochement qui sont déployés un peu partout sur le territoire afin de localiser les maris violents, et ça depuis dimanche. Pourquoi un tel retard sur les autres pays européens notamment ? Écoutez, effectivement, il y a des sujets que la France traite avec plus ou moins de célérité. Pourtant, un Grenelle avait eu lieu, des députés étaient là, et on a quasiment 10 ans de retard. Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parfois, les paroles et les actes sont différentes, et malheureusement, beaucoup de communication et peu d'actes. En place en Espagne, donc ces bracelets anti-rapprochement, ils sont en place en Espagne depuis 2009. Le résultat est là, 48 femmes tuées en 2018 contre plus de 100 en France. En 2019, la droite était au pouvoir. Pourquoi cette mesure n'avait pas été prise ? En 2019, non. En 2009, pardonnez-moi. En 2009, mais j'étais peut-être pas née, moi, ce qui me concerne, je sais pas. Enfin, je peux pas. On peut se renvoyer. Enfin, vous voyez, on peut se renvoyer la balle comme ça en disant vous étiez au pouvoir, les autres étaient au pouvoir. À un moment donné, le problème, et on va en parler d'un autre sujet, c'est quand on politise ce genre de débat, on n'avance pas. En attendant, les résultats sont là. Les résultats sont là, ils n'y étaient pas en 2009. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que voilà, on va beaucoup trop loin. On va dans une féminisation à outrance. On va dans un féminisme à outrance. On est dans un dogmatisme à outrance. Et finalement, on n'avance pas. Et vous le disiez vous-même. Beaucoup de paroles, peu d'actes. Lors de la manifestation organisée par le collectif Collage à Paris dimanche, les manifestantes et les manifestants scandaient « État coupable, justice complice ». Est-ce qu'on peut leur donner tort ? Moi, je ne connais pas ce collectif. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'organisations qui vont, comme je vous le disais, beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la défense des femmes. On n'est plus dans le fait de dénoncer ces violences intraconjugales. On est dans du militantisme. Mais dans du militantisme à outrance. Mais là, il s'agit de mettre des moyens pour sauver des femmes. Mais oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Beaucoup de paroles, pas beaucoup d'actes. Merci, Anne-Laure Blin. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Jeudi a lieu la première audience dans le procès de l'affaire du siècle. L'État est accusé d'inaction climatique. On voit ça avec vous, Anne-Laure Blin, dans moins de 3 minutes. Juste avant, c'est Ironic d'Alanis Morissette sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h49 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, dernière ligne droite avec vous, Anne-Laure Blin. Je rappelle que vous êtes députée Les Républicains. Si vous nous écoutez, que vous avez Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast, sachez que vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes celles de Fréquence ESJ, en audio sur toutes ces plateformes. Une audience historique a lieu jeudi, celle de l'affaire du siècle. 4 associations avaient décidé en 2018 d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Cette audience signe la fin d'une bataille judiciaire hors norme et peut-être le début d'un vrai changement en termes de préservation de l'environnement. Théo Grévin. Anne-Laure Blin, contraindre l'État à agir pour l'environnement par le biais de la justice, est-ce que c'est la seule solution finalement ?
C'est-à-dire que vous parlez de procès du siècle. Moi, ça me fait vraiment peur. Voilà, cette écologie politique, punitive et dogmatique me fait excessivement peur. Mais si elle n'est pas politique, tout ce que mais vous elle dites, n'a pas été politique. La véritable écologie, c'est l'écologie humaine. L'écologie à taille humaine. L'écologie du bon sens. L'écologie du pragmatique. On oppose aujourd'hui, quand on parle d'écologie, ceux qui sont favorables à l'environnement, ceux qui seraient défavorables. Mais qui, sincèrement, aujourd'hui, est défavorable à un environnement? Est-ce que l'État est coupable aujourd'hui? C'est ce que pensent les associations. Eh bien, si l'État est coupable demain, je peux vous dire que toute notre économie partira à l'étranger. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec des positions aussi affirmées et surtout jusque-boutistes, on fait fuir tout le monde. On fait porter à l'Europe, par exemple, un certain nombre de difficultés. Qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est pas l'Europe qui est la cause de nos maux aujourd'hui. C'est la France elle-même. Parce que la France s'applique des normes, notamment écologiques, juste à elle-même. Mais s'il n'y a pas de mesures politiques pour l'écologie, ça ne fonctionne pas. Mais vous pensez à quoi comme mesure politique? Moi, je veux pas d'écologie politique. Je fais pas partie de ce camp de l'écologie politique. Moi, je fais partie de ce camp qui veut préserver son environnement pour nos enfants demain. C'est-à-dire en faisant quoi? Eh bien, moi, j'écoute l'ensemble des acteurs de la nature. Vous savez, quand j'ai été élue députée, le lendemain de mon élection, j'ai participé à la commission des affaires économiques, qui est donc ma commission de rattachement. Et j'ai j'ai travaillé sur le texte autour de la condition animale. D'ailleurs, nous allons avoir un nouveau texte dans les prochains jours. Et notamment, à l'occasion de cette question de la condition animale, était évoquée la chasse. Eh bien, figurez-vous que tous ces gens qui veulent une écologie politique, les chasseurs, ils n'en veulent plus. Mais ça, c'est une partie de l'écologie, Anne-Laure Blin. Non, c'est pas une partie d'écologie. C'est une partie des gens qui poussent bien trop loin cette rhétorique de l'écologie, qui essaient d'imposer leur vision. Et comme d'ailleurs, malheureusement, au sein de la Convention citoyenne du climat, il y a eu ce genre de pression, comme nous pouvons recevoir un certain nombre de pressions parce qu'à un moment donné, nous n'aurions pas fait ceci ou cela, je trouve ça déplorable. Alors, sur cette question, je termine simplement sur la question de la nature, parce que vous me posez la question de savoir ce que je veux comme écologie. Quand j'ai pris à bras-le-corps cette question de la condition vie animale, j'ai regardé ce qui se passait dans la nature. Qui vit dans la nature? Aujourd'hui, on voit que ce sont des lobbies. Des lobbies qui essaient d'imposer une modification de nos politiques. Il faut des choix politiques. Mais c'est des choix politiques dictés par l'argent, par des lobbies remplis d'argent. Hormis les lobbies, Anne-Laure Blin, l'État propose des mesures. C'est dramatique. On ne peut pas faire et mener une politique pour un pays, pour un bien-être commun, pour les générations futures et préserver notre cadre de vie sous la coupe de lobbies. Je dénonce fermement ces lobbies. Et c'est malheureusement ces associations qui sont aussi sous la coupe de ces lobbies, si tant est qu'elles n'en soient pas elles-mêmes. Alors il n'y a pas que les lobbies, l'État propose des mesures, mais dès que ça touche au quotidien des Français, c'est mal perçu. On a l'exemple de la taxe sur les carburants à l'origine des Gilets jaunes. Comment un gouvernement peut prendre des mesures finalement en faveur de l'écologie si un mouvement social s'ensuit à chaque fois? Mais parce que l'écologie, c'est le bon sens. Il faut arrêter d'opposer. Et une taxe sur les carburants, c'est pas du bon sens? Mais une taxe sur les carburants quand vous avez une situation économique dramatique. Mais concrètement, Anne-Laure Blin, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de mesure qui est prise par le gouvernement, puisque c'est politique? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la situation se faire, l'écologie se dégrader? Non, mais pourquoi l'écologie se dégraderait forcément? Parce qu'il y a des études qui le montrent. Les scientifiques le montrent. Dans ce cas, il faut prendre un certain nombre de conséquences. Mais pourquoi affronter les uns contre les autres? Moi, c'est ça que je ne comprends pas dans la politique écologique que vous semblez décrire. C'est qu'à un moment donné, vous avez des gens qui vivent dans la nature et qui sont tous capables de travailler entre eux. Donc vous n'êtes pas d'accord quand on dit tant que l'écologie n'est pas punitive, finalement, elle n'est pas efficace? Ah ben non, je suis totalement défavorable à l'écologie punitive. Parce que l'écologie punitive, c'est une écologie de riches. Parce qu'en fait, les gens qui viennent taxer les petites gens,
tous ces gens s'en moquent. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, Anne-Laure Blin, qu'il y a un problème avec le climat, que le climat se dégrade, que l'écologie va mal? Je suis pas climatologue, je n'en sais rien. Mais il y a des études, les climatologues le disent. Il y a la météo, il y a le climat. Effectivement, il y a des périodes où il fait plus froid, il fait plus chaud. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut que l'on préserve notre cadre de vie avec des véritables mesures. Moi, ce que je comprends pas, par exemple, en matière de transition énergétique, on va faire la morale à des bailleurs privés pour qu'ils isolent mieux leur logement, pour qu'ils changent leurs fenêtres. C'est ce que l'État a fait notamment avec la prime rénov'. Oui, ma prime rénov', c'est pareil. C'est encore un dispositif fiscal qui fait fonctionner les entreprises françaises et d'un autre côté... Oui, qui prend d'un côté pour mieux redonner de l'autre. Donc on ne doit pas rénover les habitats, on ne doit pas faire de transition écologique. C'est pas ce que je dis. En matière de transition écologique, vous avez le gouvernement qui incite les bailleurs privés à le faire. Mais d'abord, est-ce que vous ne croyez pas que l'État doit aussi, au lieu d'aller prêcher ailleurs, s'occuper de ses propres bâtiments? Quand vous avez un certain nombre de bâtiments... C'est fait notamment dans les écoles, dans les mairies, il y a un plan qui a été lancé. Ah bah écoutez, on ne doit pas être dans les mêmes écoles, on ne doit pas être dans les mêmes mairies, on ne doit pas être dans les mêmes brigades de gendarmerie. Il y a un certain nombre de bâtiments qui appartiennent aux collectivités, qui appartiennent à l'État, qui ne sont absolument pas entretenus. Merci Anne-Laure Blin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Anne-Laure Blin, on a sélectionné 2 questions d'auditeurs. Merci d'ailleurs, vous avez été nombreux à nous en envoyer. La première question est une de Patrick qui nous dit « La gauche commence à se préparer pour la présidentielle 2022. On a entendu des noms circuler ce week-end, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg. À droite, aucun nom ne ressort pour le moment. Qui, pour vous, Anne-Laure Blin, devrait se présenter à la présidentielle ?» Ah, l'éternelle question de « à droite, qui va être candidat ?» Écoutez, sincèrement, je crois que le parti, en tout cas, en l'occurrence les Républicains, a clairement défini sa ligne. Il n'est pas temps aujourd'hui de désigner une personne. Alors, je sais que tout le monde attend la personne qui pourra porter vous, les valeurs des personnellement, vous Républicains. n'avez personne en tête pour le moment? Moi, ce que je veux, c'est travailler. Et je sais, et on pourra parler de l'avenir de la droite, de l'état de la droite. L'état de la droite est aujourd'hui, effectivement, dans une situation particulièrement compliqué, et donc il faut qu'on restaure un socle idéologique et des valeurs communes. Une fois que nous aurons ce socle idéologique, ce sera facilement trouvable, cette personne providentielle que vous cherchez tous. Deuxième question de Célia, les Républicains payent régulièrement des amendes pour non-respect de la parité. Christian Jacob, le patron des Républicains, souhaite la parité pour 2022. Pourquoi ce n'était pas un objectif avant? Mais c'est un objectif. Mais on a esquissé rapidement cette question tout à l'heure. La parité, à partir du moment où vous, finalement, en parallèle, vous obligez les partis à aller chercher des femmes, vous arrivez finalement... On parle quand même d'un grand déséquilibre, là. Un grand déséquilibre, je ne crois pas que les Républicains payent beaucoup plus d'amendes que bien d'autres partis, hein, très sincèrement. C'est un problème de parti politique, mais parce que la politique, peut-être, n'intéresse pas toujours les femmes. Et c'est pas parce que les femmes ne s'intéressent pas à la politique qu'il faut les forcer à faire de la politique, si elles ne veulent pas en faire. Si elles veulent en faire, qu'on ne les empêche pas d'en faire. Moi, personnellement, on ne m'a pas empêché, et au contraire, on m'a investi. J'ai porté la valeur des Républicains, et donc, comme quoi, les Républicains savent aussi porter des candidatures féminines. Donc, vous pensez que c'est qu'il y a moins de femmes, tout simplement, qui s'engagent en politique? C'est un grand débat sur la question de l'altérité, de la parité. Les hommes et les femmes sont différents. Alors, dans leur... à différentes étapes de leur vie, ils souhaitent des choses différentes. Les femmes, voilà, ont peut-être une progression professionnelle différente des hommes, mais parce que, voilà, par exemple, ne pas nier la maternité. Voilà, ce sont les femmes encore jusqu'à présent, et j'espère que ça le restera en tout cas de cette manière-là, ce sont les femmes qui portent les enfants. Donc peut-être qu'à un moment donné, les congés maternité font qu'elles font d'autres choix familiaux, et ça doit être valorisé, et pas une cause finalement de censure, ni même de sanction. Merci Anne-Laure Blin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà la fin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Anne-Laure Blin d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, je rappelle, député Les Républicains de la 3e circonscription de Maine-et-Loire. L'interview sera retrouvée sur le site de Fréquence ESJ demain de 20h à 21h. C'est Storytelling, votre émission culture et divertissement. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans 20h l'invité. Nous serons avec Pierre-Alexandre Anglade, député La République En Marche, toujours en direct de 20h à 21h.
Il est 21h sur Fréquence ESJ, passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.